Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mouvement des savoirs. Collection dirigée par Bernard Andrieux. L'enjeu de la collection est de décrire la mobilité des savoirs entre des sciences exactes et des sciences humaines. Cette sorte de mobilogie épistémologique privilégie plus particulièrement les déplacements de disciplines originelles vers de nouvelles disciplines. L'effet de ce déplacement produit de nouvelles synthèses. Au déplacement des savoirs correspond une nouvelle description. Mais le thème de cette révolution épistémologique présente aussi l'avantage de décrire à la fois la continuité et la discontinuité des savoirs. Un modèle scientifique n'est ni fixé à l'intérieur de la science qui l'a constitué, ni définitivement fixé dans l'histoire des modèles, ni sans modification par rapport aux effets des modèles par rapport aux autres disciplines, comme la réception critique ou encore la concurrence des modèles. La révolution épistémologique a instauré une dynamique des savoirs. La collection accueille des travaux d'histoire des idées et des sciences, présentant les modes de communication et de constitution des savoirs innovants. Déjà paru. d'Anna Dumoulin, Le supplice de Tantale, apprivoiser la rectocolite hémorragique, 2014. Edmond Desbonnets, Ma gymnastique des organes, 2014. Mathieu Kidu-Dir, Les sciences du sport en mouvement, innovation théorique en STAPS et implication pratique en est, 2014. Françoise Labridy, Hors corps, actes sportifs et logique de l'inconscient, 2014. Gérard Fath, Essai sur la laïcité post-chrétienne, 2012. Benoît Grison, Bien-être, être bien, 2012. Mathieu Kidu-Dir, Les sciences du sport en mouvement, innovation et tradition théorique en STAPS, 2012. Isabelle Joly, Le corps sans représentation. De Jean-Paul Sartre à Sean Gallagher, 2011. Yannick Van Poel, Épistémologie du corps en STAPS, 2011. Autres ouvrages publiés. Artaud Marie-Florence, Entre l'enfant et l'élève, l'écriture de soi. Produire, cheminer, penser, exister dans un atelier d'écriture, Nancy, PUN 1999. Préface. Vous allez découvrir un livre important. Il donne accès à une expérience humaine et professionnelle remarquable, dense et inventive, que la précision de l'écriture et toute l'architecture du texte rendent claire et intelligible. Ce travail est guidé par une intuition profonde du réel, qui sous-tend une façon d'exister qui permet à un monde de se constituer, de s'ouvrir et de devenir plus habitable. La découverte de soi et la rencontre avec soi y rejoignent ce qui est le plus profondément partageable, commun, dans la condition humaine. Cela s'atteste tout spécialement ici dans des ateliers d'écriture où l'approfondissement et l'élargissement de la présence se réalisent progressivement, en relation avec des espacements de texte, une diachronie subtile soutenue par des dispositifs légers, très ajustés, d'inscription et de réinscription. Il s'y accomplit, inachevable, ce que M. F. Artaud, dans un précédent livre 1999, appelait déjà une écriture de soi. Le contexte et le sens profond de ce qu'elle propose sont présentés dans un va-et-vient où s'étayent mutuellement les éclairages théoriques et l'expérience. Celle-ci n'est jamais subordonnée à des références qui la surplomberaient, mais au fil des séances, elle enveloppe une durée mystérieuse, nocturne et silencieuse, de maturation, où l'on peut distinguer certaines phases différenciées, des scansions, des incertitudes et des chemins de sens dans le devenir personnel. La lumière latérale apportée par M. F. Artaud, son art des nuances, sa justesse permettent de mieux les apercevoir. À la suite de Gérard Fath, confère Bibliographie, elle se guide sur une conception intégrée de l'imaginaire qui compose ce que l'on doit à Bachelard, à G. Durand et à Binswanger. L'imaginaire, qui met en relation la sensorialité et la parole, y acquiert le statut d'une composante anthropologique fondamentale. Les directions de signification qui s'y esquissent peuvent se poursuivre et se développer, prendre forme dans des structures proportionnées ou disproportionnées, d'expériences qui se modifient et se déplacent au cours du temps. Mais ce que Fédida appelle l'absence, prémunit ce qui s'exprime de se fermer sur ses propres réalisations. Elles ne sont que des jalons. Aussi M. F. Artaud est-elle plus attentive au processus qu'aux résultats eux-mêmes, et à l'ouverture de la présence. Les espaces de travail qu'elle installe sont des lieux d'hospitalité où peuvent se réaliser à la fois le frayage de l'écriture et les échanges qu'elle rend possibles.
Il s'y découvre que ce qui constitue la trame de la vie ordinaire n'est pas dissociable de ce qui semble se produire à ses marges, et que la durée quotidienne doit être marquée aussi, de suspens, de contretemps et surtout de hors-temps, où l'on peut en fait, travailler très lentement ses accords, ses variations et ses rythmes les plus indispensables. Bien qu'il ait émergé il y a plus d'un demi-siècle, le champ de l'art-thérapie est encore en construction et renvoie à des pratiques diverses. Selon les auteurs, il s'apparente plutôt au champ pédagogique, au champ thérapeutique ou au champ artistique. Mais il ne peut se réduire à aucun d'eux. Les enchevêtrements de registres, les chevauchements qu'ils permettent, en font apparaître toute l'originalité et la richesse selon des plans d'expérience différents. Mais alors, de quel type de rigueur, technique et déontologique, peut-on s'y prévaloir ? M. Effarteau argumente pour que l'on reconnaisse l'art-thérapie comme un champ professionnel diversifié mais à part entière, et pour une formation personnelle et professionnelle qui développe un art élevé de l'attention, de la délicatesse, de la proposition, de l'aide et du retrait. C'est ce qu'elle appelle la position clinique. Mais si elle privilégie l'écriture et la réécriture des textes, c'est en raison des distanciations, des déplacements, des décalages et des élaborations qu'elles rendent possibles, de façon le plus souvent indirecte. Les enfants, remarque-t-elle ailleurs, n'aiment guère faire de lien entre ces textes et leur propre histoire. Ils ont besoin de les laisser dans cette forme peu poétique provisoirement aboutie. Le travail en effet ne se situe pas là, jamais dans un éclairage psychologique du texte, peut-être justement dans un éclairage poétique, mythique, préservant le temps du texte, le temps de l'écriture, le temps d'une histoire, le temps d'un imaginaire. Comment composer des moments et des types d'écriture différents ? Carnet de bord, bribes d'histoire, recherche de mots ou d'images pour dire le monde et quelque chose de soi. On verra quels sont les outils et surtout la façon dont M. Effarteau procède. Lecture nourricière incitative, déclencheur et schème d'écriture, accompagnement, ouverture sur ce qui peut suivre, relation entre ateliers d'écriture et autres ateliers, et aussi comment elle lit, avec sûreté et humilité, ce qui se manifeste tantôt plutôt comme des plages de rêve ou de contemplation, tantôt comme des brèches, des passages, des rencontres avec l'inconnu, des lignes de fuite, des jaillissements, des enracinements ou encore l'apostrophe, approche de points sources qui restent à découvrir. Au total, l'écriture s'avère être ici un espacement concave, un délai et un creuset à la fois, un miroir mobile dans la pluralité des temps de la vie, où peuvent se chercher, se reconnaître et s'anticiper les figures jamais arrêtées de ce que Plotin et plus près de nous y Bonnefoy appelle un mouvement vers l'un. C'est une présence, creusée d'absence, à laquelle correspond ce qui pour nous est le plus vital et le plus véridique. Pierre-André Dupuis, professeur émérite de sciences de l'éducation. Université de Lorraine, l'ISEC. Citation. L'écriture ne se laisse pas enfermer. Elle naît en marge des habitudes et des programmes. Elle brise les cadres rigides dans lesquels on veut la contraindre, sous prétexte de discipline ou de méthode. L'écriture introduit son ordre. Elle prend sa distance avec le tapage. Elle devient plus lente, les lettres sont moins rebelles, mieux formées. La plume glisse et n'accroche plus au papier. La détente se fait dans l'écriture qui s'accomplit, dans le repos des choses, dans le corps plus attentif. Une paix commençante efface les cris dans les mots. L'écriture suit le dépliement du corps qui s'allonge en pressentant la nuit. Elle rejoint les grandes études de neige, de sable et d'eau. Laisser les mots s'ordonner d'eux-mêmes sans rien forcer, sans rien précipiter, sans tentative de rassemblement prématuré. Ce qui se construit a besoin d'attente. Telle la terre après les labours. Ces choses en soi confuses, chaotiques, violentes. L'écriture s'en empare avec maladresse, en déformant parfois. Le mot à mot grandit l'écriture à l'image de l'arbre. Apprendre la patience. Épuiser la violence dans l'écriture. Que les sentiments de brutalité, les gestes velléitaires, se décomposent dans les mots et servent à la construction du livre et de soi. Paul Matisse. Instant d'écriture. Marseille, via Valeriano, 1992. Introduction. Pour les éveillés, il existe un arrangement des choses, un et commun à tous. Quant aux endormis, chacun vit rouler dans un monde à soi. Héraclite, fragment 89. Le début de ce livre fut incertain, de longues pages de silence ont permis cette écriture et cette réflexion. Je n'étais pas sûr de pouvoir terminer,
Rupture de vie, d'écriture, de travail ont œuvré dans le silence de ma pensée et de mon existence. Finalement, dans la maturation intérieure, cette écriture du silence m'est revenue. Il y avait du nouveau en moi pour retrouver les enfants avec qui je n'avais plus travaillé depuis longtemps. Du nouveau pour leur proposer d'écrire, de jouer, de dessiner, de danser. Eux aussi ils étaient nouveaux, leur agitation, leur violence me surprirent. Comment écrire, comment faire du théâtre quand chaque instant peut produire chez eux débordements, explosions, colère, angoisse ? Ils me conduisirent donc à une pratique renouvelée, transformée par la nécessité, non pas tant de m'adapter à eux, mais de soutenir leur production par de nouveaux dispositifs. Ceux qui étaient restés là, doux et timides, subissant le fonctionnement institutionnel, se plurent dans cette nouveauté. Étrangement, les dispositifs que nous avions construits, moi et ces enfants souffrant d'agitation, convenaient à ces enfants souffrant d'inhibition. Ils n'en firent pas le même usage, mais l'élan était net, leurs paroles se déplaçaient, circulaient. Cette nouveauté retrouva sans peine le sillon laissé par le processus de formation et de recherche d'une thèse. Les questions, les doutes reprirent de plus belle. Il me fallait chercher, construire un objet de recherche et le confronter à la recherche d'autres. Il était nécessaire de stabiliser quelque chose, un échange fécond entre pratique et recherche, entre savoir quotidien intuitif et savoir théorique universitaire. Cela devait se réunir, prendre chair, s'écrire, tournoyer lentement jusqu'à ce que l'objet se dessine, se propulse en avant de moi et de ma pratique. La métaphore de l'enfantement n'est pas vaine. Inscrite dans une histoire, cette recherche avait besoin d'attente, telle la terre après les labours, je l'écris, la construis pour qu'elle s'inscrive dans un lieu partagé de savoir, de pratique et de questionnement. Je l'écris pour naître à un lieu partagé, pour que naisse un objet figurant quelque chose de nouveau sur la scène des savoirs et sur la scène des pratiques professionnelles. Je sais pertinemment que son aboutissement me laissera un vide, mais dégagera aussi d'autres temps. Quel est donc cet objet de recherche et d'écriture ? L'objet de recherche. Décrire simplement, naïvement cet objet, ce qui fait objet de recherche, comme s'il était débarrassé et enrichi de toutes les lectures et rencontres que j'ai faites pour le déployer sous un jour nouveau. Que se passe-t-il quand un enfant crée ? Est-ce que quelque chose change pour lui ? En quoi son dessin, son texte, son jeu, son modelage, peuvent-ils apaiser son agitation ou l'inviter à se mettre en mouvement ? En quoi imagination et imaginaire peuvent-ils soutenir un enfant dans son évolution, dans son lien aux autres et à lui-même, dans la construction de ses expériences et de son identité ? Peut-on montrer que les processus d'expression et de création aident les enfants à modifier leur rapport aux apprentissages ? Donc, dégager, problématiser les enjeux identitaires, thérapeutiques et formatifs de la création à travers le récit et l'analyse d'un atelier d'écriture et d'un atelier d'expression dramatique et puis, tenter de repérer dans les productions textuelles des enfants des indices d'évolution ou à l'inverse des éléments de rigidité, tel est le cœur de cet objet de recherche. D'écrire, analyser, critiquer, mettre en relief les gestes et les lignes directrices, construire en somme un espace d'intelligibilité de ma pratique et de sa singularité me conduira à ouvrir cette recherche-action sur un champ plus vaste qui est celui de l'art-thérapie. Écrire confronte à l'altérité, le monde à soi des mots et de l'intime s'ouvre à l'arrangement commun de la langue de tous. Michel Leiris, qui a beaucoup écrit en se penchant sur lui, sur sa singularité, a pourtant produit des pages où, loin de s'enfermer dans sa particularité, il rejoint l'homme dans son universalité. Il cherche cette mélodie, cette voix intermédiaire entre le cri et la parole élaborée qu'il pourrait jouer pour lui-même, mais qui saurait moutonner et tournoyer pour aller vibrer chez d'autres. Mon ambition est plus humble, mais s'inspire de la même approche. C'est en poussant à l'extrême le particulier que bien souvent on touche au général, en exhibant le coefficient personnel au grand jour qu'on permet le calcul de l'erreur, en portant la subjectivité à son comble qu'on atteint l'objectivité. Construire un espace d'intelligibilité esquissant un paysage de l'art-thérapie afin que chacun, dans l'espace singulier de sa pratique, entre ombre et lumière, puisse trouver du lien et de la différence, en tout cas une mise en dialogue. La plupart des art-thérapeutes avec lesquels j'ai mené des entretiens en vue de cette thèse, m'ont parlé de solitude, de besoin d'échanger, de recherche de reconnaissance. J'espère contribuer modestement à éclaircir la grande nébulosité qui entoure cette profession encore jeune. Pratique hétérogène, multiplicité d'écoles et de formations,
absence de statut, de diplôme d'État, de reconnaissance institutionnelle, isolement, pratique à la croisée de différents champs professionnels et qui a du mal à trouver ses dimensions propres. Mon ambition n'est pas non plus de produire un état des lieux exhaustif de l'art-thérapie et de ses différents courants pratiques et théoriques. À partir d'une approche clinique de ma pratique, des textes produits et des entretiens auprès d'art-thérapeutes, je voudrais caractériser cette nouvelle professionnalité, en décliner les enjeux, les convergences et les différences. Ce qui vaut pour l'écriture et le théâtre peut se questionner pour la peinture, la danse ou la musique. On doit pouvoir définir une éthique, un cadre, des règles, un régime et des dispositifs de travail, organisant des gestes et des repères communs. Chacun peut les déployer dans sa singularité et sa différence, mais quelques jalons, quelques questions resteront fondation commune. La voie intermédiaire monde propre, monde commun. Dessiner un paysage commun en étant au plus près de chacun, de la géographie propre qui les sait d'y faire exister. Rester attentive à sa manière de séjourner en ce lieu, en cette question. Attentive au rapport au monde qu'il trace dans le lieu de tous. Enfant, professionnel, comment fait-il pour habiter ce monde commun avec son monde propre? Considérer ce qui est commun dans le monde propre, et ce qui est propre dans le monde commun. Ce serait cela ma mélodie propre dans le sillage de Binswanger, Bachelard, Ricoeur, Michel de Certeau, Mireille Sifali, Gérard Fath, Pierre-André Dupuis et d'autres encore qui ont nourri mon écriture et m'ont aidé à produire une problématique personnelle. Cette recherche relève d'une approche clinique, en raison d'une attention au singulier et à la subjectivité croisée avec un souci d'objectivité et de théorisation. Je porterai sur les textes des enfants un regard anthropologique, c'est-à-dire que je chercherai toujours comment le singulier s'arrange avec l'universel, comment l'universel rejoint le singulier. Comment l'enfant agité par des images de conquête, de guerre et de feu peut-il s'appuyer sur ce thème important dans l'histoire de l'humanité et s'apaiser? Confère texte de J au chapitre 3. Comment l'enfant mutique, inhibé peut-il fluidifier son questionnement identitaire en s'arrimant à des images élémentaires et sensorielles et se mettre petit à petit à parler davantage? Confère Jus à Rivière. On a tous en tête qu'un enfant qui crée, c'est positif, c'est a priori quelque chose qui l'aide. Mais cette thèse devrait montrer dans une sorte d'analyse artisanale, au ras des textes, dans le dépliement même de la langue et de l'écriture ce qui évolue ou n'évolue pas et comment cela évolue. Toutes ces approches m'évoquent une sensation de légèreté. L'art-thérapie permet une approche en légèreté. On prend des médiations, des détours, des contours, on invente des errances, des vagabondages, on n'affronte pas le symptôme, on ne cherche pas à le guérir. La demande est légère aussi dans l'esquisse, on laisse venir, la ligne vient d'elle-même, l'enfant appuie ici et là, quelques pas dans ce monde propre, et une géographie, quelque chose d'une terre pour exister peut apparaître. Le lieu partagé. Marc Auger parle de surmodernité, pour caractériser notre époque en raison de la surabondance spatiale, événementielle et de l'individualisation des références. Il décrit des non-lieux, des lieux d'anonymat, de désidentification, de solitude et de similitude où il est demandé à l'individu de consommer de l'espace et des pratiques sans inscription identitaire, relationnelle ou historique et sans médiation humaine, autoroutes, péages, complexes commerciaux, cartes de crédit, guichets automatiques, etc. Le travail d'écriture peut aider à passer de ces non-lieux d'aujourd'hui à des lieux anthropologiques, c'est-à-dire des lieux où du sens cherche à germer, à circuler et à se délester auprès des grandes questions déjà endossées par l'humanité. Naître, c'est naître en un lieu, être situé de manière essentielle par rapport à un lieu propre et un lieu partagé. Le travail de création auprès de ces enfants agités ou inhibés s'inscrit dans cette recherche du lieu, lieu du désir, recherche d'un lieu propre et d'un lieu partagé à la mesure de chaque enfant. Le temps de la durée. Écrire se décline aussi selon un temps singulier, et dans une tension avec le temps social et collectif. Paul Virilio parle quant à lui, d'une sorte d'individualisme de masse où le temps de l'immédiateté, de la traçabilité, du contrôle tête par tête, pixel par pixel, compte davantage que le temps de la durée, de la lenteur, de la patience et de l'attention identitaire. Cette impatience, ce tout de suite, cette immédiateté de l'information conduisent à une terre trop petite, où la vitesse et la rentabilité priment.
Les longues durées perdent leur intérêt au profit de l'instantanéité et de l'immédiateté. L'événement ressenti instantanément devient proéminent. C'est un monde sans angle mort, où l'on peut joindre chacun à chaque instant, où l'on peut, par écran interposé, être simultanément en tous les lieux du monde. Les petits événements de la vie quotidienne, l'infraordinaire de Georges Perec, le frisson de la durée, que l'on trouve dans les choses sans importance, ce soutien de la durée qui me porte moi, être d'un jour, mes prédécesseurs et mes successeurs sur mes épaules, d'un poids qui me soulève. Risque alors d'être loin. Les processus de création, et notamment l'écriture, sont marqués par la patience, la lenteur, par un temps qui oblige à différer et à éprouver une certaine durée. Ce n'est donc pas toujours facile pour ces enfants avec qui je travaille, car ils recherchent une satisfaction immédiate et supportent avec peine ce qui les diffère de cette satisfaction. Ces tentatives pour se trouver un lieu d'existence propre, un arrimage quelque part, ou simplement pour dessiner quelques traits de soi sans forcément une intention de sens, me font penser aux lignes d'air que Fernand de Ligny a décrites. Enfants des lignes d'air. Ces lignes d'air sont des parcours tracés hors des sentiers battus par des enfants autistiques. Fernand de Ligny a soigneusement tracé et répertorié ces lignes et les a baptisées lignes d'air, parce qu'elles sont comme des itinéraires solitaires, des vagabondages efficaces qui coupent le chemin des adultes. Michel de Certeau, lorsqu'il analyse les manières de faire dans la vie quotidienne, montre que ces pratiques en apparence anodines sont en fait intelligence, ruse, stratégie, potentialité créative, mise en œuvre singulière pour s'approprier ou se réapproprier ce qui semblait inaccessible. Manière aussi de mettre à mal le clivage dominant-dominé, le clivage entre ceux qui seraient bien portants et ceux qui seraient malades. Ces enfants troublés dans leur rapport au symbolique ne sont pas déficients. Ils ont cette intelligence, cette potentialité inventive, cette capacité de bricoler avec leurs moyens propres, qu'on a parfois qualifiée d'invention psychotique. Depuis quelques années, l'évolution de la population de l'ITEP est flagrante. Beaucoup d'enfants accueillis ne souffrent plus seulement de troubles du comportement, mais présentent des troubles psychotiques. Pour moi, les enfants ne sont ni psychotiques, ni névrosés, ni déficients. Ou bien, ils sont tous psychotiques, et nous sommes tous concernés par ce fond commun autiste que nous portons aussi. Ces catégories sont trop grossières pour les représenter. Les regarder comme des enfants qui sont en peine dans leur arrimage symbolique, en ce lieu du langage et du partage à l'autre, apporte prudence et enrichissement. Je les rencontrerai, non pas comme des enfants psychotiques, car ce terme sous-tend trop de fascination et de fixation sur une pathologie. Leur déficience ne m'intéresse pas, leur psychose non plus. Ils seront pour moi des enfants qui marchent sur ces lignes d'air, des marcheurs blessés mais qui sont en route, en recherche de chemins encore inconnus. J'aimerais qu'ils inventent des lignes de vie, des lignes de soi, pas la ligne d'écriture rectiligne, non, la ligne du poète qui ne suit pas les cases, qui batifole, tournoie, crée des méandres, des pas de côté, des passages plusieurs fois au même endroit et qui revient là où elle était passée mais chargée d'autre chose. D'ailleurs, beaucoup de ces enfants ont une démarche singulière, ils semblent parfois flotter, comme si le sol n'était pas stable sous leurs pieds. Si l'ordre symbolique est d'accès difficile pour eux, de Ligny pense qu'il peut y avoir pourtant des lignes de rencontre, des points de vibration avec le monde et les autres. Le mot m'est venu. Mot coquillage, dira-t-il, rempli de sable pour tracer quelques repères, aller à l'aventure, écouter la mer. Exister en marchant. Lorsqu'il répertorie dans une cartographie patiente tous ces tournoiements, Fernand de Ligny cherche à mettre au jour un réseau de présence sans pour autant dresser un cadastre, ni figer des relations, ni chercher à capter une indiscernable identité, mais montrer comment des repères ont joué, et ont permis à l'enfant de s'insérer dans le cours des choses plus que dans l'ordre symbolique. Petits arrangements avec l'inconnu. Fernand de Ligny s'interroge sur ce qui peut manquer à lui et à ses compagnons de travail, pour être si peu consistant auprès de ses enfants. Le moi de ces enfants n'est pas encore vraiment constitué, dessiné. Pourtant, c'est sans doute à nous de comprendre ce qui ne fonctionne pas en nous pour eux. C'est à nous aussi de co-construire des dispositifs accueillant leur inventivité. De Ligny substitue en quelque sorte à la psychologie une forme de topographie des gestes de ces enfants et de leurs rencontres. Il tente de tracer ce qui peut avoir lieu, à travers ces enfants, ce qui peut leur donner lieu. Sa recherche montre que leur rapport au monde n'est pas totalement clos,
définitivement réifiés, qu'il peut y avoir place, plus ou moins largement selon leurs difficultés et selon les moments, à des invitations vers autrui. Tantôt ils sont les éveillés. Tantôt ils sont les endormis, mais on peut trouver des petits arrangements avec eux. Et ces arrangements sont opérants d'une manière différente pour les uns et pour les autres. Les processus d'expression et de création conduisent ces enfants des lignes d'air sur de nouveaux chemins. Ce sont des petits sentiers pleins de broussailles encore, des vagabondages fragiles dans l'inconnu du monde. L'institution regarde souvent le beau, la vitrine, ce qui peut faire festivité ou exposition, mais pas les petites révolutions internes et légères au cœur de la vie des enfants. Ceci est un vécu commun, un combat pour reprendre le mot d'une artiste, art-thérapeute interviewée. Ce livre est une reconnaissance de mon travail auprès de ces enfants, mais il est aussi un hommage, un honneur rendu à ces enfants qui ont accepté d'écrire dans les errances et les doutes d'une pratique. Textes, jeux, dessins sont comme des petits cailloux d'air, qui auront marqué en douceur leur existence et peut-être nous allons l'étudier, auront pu les conduire vers d'autres cheminements. Ce sont des petits cailloux posés, une sorte de géographie naissante qui indique une alternative face aux grandes autoroutes tracées par la médication ou la pédagogie traditionnelle. C. Le vagabond d'écriture. C est un adolescent qui participe depuis 2 ans à l'atelier d'écriture. Il en a lui-même fait la demande. J'insérerai un certain nombre de textes de C au cours de ma réflexion. C me fait penser à un vagabond d'écriture. Il écrit très vite beaucoup de textes. Il écrit sans attendre en suivant mes propositions, mais en suivant aussi ses propres itinéraires. Souvent il s'invente lui-même des déclencheurs d'écriture. Il termine avant les autres et cherche alors dans des livres ou des classeurs d'autres idées. On pourrait croire qu'il n'a pas besoin de l'atelier d'écriture tant son écriture est vive. Il vit un isolement affectif assez fort et peut se montrer à certains moments, très agité, angoissé, en crise comme on dit. Il a parfois des gestes stéréotypés, mais je ne les ai jamais remarqués à l'atelier d'écriture. Il lui arrive de s'agiter lorsqu'il n'est plus en train d'écrire. Il écrit en certains lieux, mais plus difficilement dans d'autres. Il garde les textes des autres dans sa pochette. Il a dans sa poche un petit carnet d'histoire pour, dit-il, écrire les idées qui lui viennent. Il a trouvé des poèmes de Guy Vic sur les portes et a écrit sur des portes de sa vie, sur des portes imaginaires. C'est devenu une proposition d'écriture pour le groupe. Presque à chaque retour de vacances, il me dit en entrant dans la salle de l'atelier : « Ah, cela fait du bien d'être là. » J'entends qu'il éprouve un certain bonheur dans le lieu de l'écriture, et dans celui de la salle où nous écrivons. Je n'ai pas choisi d'analyser ces textes, car son rapport à l'écriture est trop aisé. Pour la plupart des enfants, le rapport à l'écriture est plus douloureux. Michel de Certeau dit que les lieux sont des histoires fragmentaires et repliées, des passés volés à la lisibilité par autrui, des temps empilés qui peuvent se déplier mais qui sont là plutôt comme des récits en attente et restent à l'état de rébus, enfin des symbolisations enquistées dans la douleur ou le plaisir du corps. Dans la phrase de C, j'entends « je m'aime bien ici », comme si cette pratique de l'écriture ouvrait un espace pour lui, une prise sur le langage mais un silence aussi, une manière d'être avec les autres mais un retrait aussi. Les écrits de C sont clairs et mystérieux. Ils sont comme la plupart des textes des enfants dans le mi-dire, Lacan, dans un savoir silencieux sans transparence qui ne demande pas de commentaires. De ce qui est su mais tu, ne passe entre nous que des demi-mots. Depuis les piétinements anciens de l'enfance et de la terre maternelle, depuis les histoires empilées dans le lieu de la langue, depuis son isolement. C trace un itinéraire singulier où pourtant, les rencontres sont possibles et où l'écriture le conduit parfois à réfléchir sur lui-même. Jacques, le petit oiseau et Pierre, le petit garçon. Un jour Jacques et Pierre se parlent. Pierre a l'idée de faire une petite maison pour Jacques. Jacques pour l'instant mange ses graines. Pierre a fini sa petite maison. Sur la maison, il a écrit le nom de l'oiseau. Et Jacques s'amuse avec sa balançoire. Pierre parfois lâche Jacques de sa cage pour qu'il vole dans toute la maison. Mais un jour, il s'en va par la fenêtre et Pierre le cherche partout. Pierre est inquiet. Et le voisin lui dit que Jacques est parti. Pierre affiche la photo de Jacques dans la rue et met son numéro de téléphone. Quelqu'un a trouvé Jacques et il a appelé Pierre. Il a dit qu'il était sur son toit. C. Texte 2, écrit spontanément.
Ga, le rêveur d'objets et de matière. L'itinéraire de Ga est représentatif lui aussi de l'inventivité de ses enfants. Inscrit à l'atelier de jeux dramatiques, Ga cherche sans cesse à explorer le territoire corporel de l'autre par petits objets jetés ou par petits coups. On a l'impression qu'il explore les bords de son propre espace et de celui de l'autre. Il ne peut tenir un rôle que s'il est doublé, soutenu par moi ou par un autre enfant. Par contre, il peut passer de longs moments à bricoler seul et à assembler des matières diverses. La construction d'un jardin miniature le ravit et l'apaise. Il écoute le poème Habitation de Guy Vic, d'une oreille distraite et attentive, affairé à construire des canalisations d'eau pour une mini-cabane dans son jardin. Il caresse les premières pousses de son gazon comme un trésor inexprimable. Il écrit difficilement et peine à utiliser le je dans ses textes. Il lui faut passer par son prénom comme si ce prénom en il le protégeait. Il construit aussi des totems animaux, toute une famille de taureaux. Il est à la fois très concentré dans la réalisation matérielle et rêveur. Il me raconte alors de petites histoires que j'écris au sujet de ces taureaux, qui semblent presque vivants pour lui. Ce totem taureau, objet anthropologique puissant, semble condenser toute son agitation et indique une direction de sens, un point de vitalité pour la parole de Ga. Ainsi vont ces enfants, hésitant entre un lieu, un pays qui les situe, les arrime quelque part et un besoin de rêverie, d'itinérance, d'échappées imprévisibles. J'ai logé dans le merle. J'ai vécu dans la fleur. J'y ai vu le soleil venir s'occuper d'elle. Et l'inciter longtemps à tenter ses frontières. J'ai vécu dans les fruits qui rêvaient de durer. J'ai vécu dans des yeux qui pensaient à sourire. Guy Vic. Le jardin de Ga. C'est ma maison. Il y a Ga. Et un jardinier. Il va m'aider à planter. Et à arroser les plantes. Pour moi. Et ma maman. Ga. 1. Problématique de recherche. Cet ouvrage est le fruit d'une réécriture de ma thèse de doctorat en sciences de l'éducation soutenue à l'Université de Nancy II, en décembre 2009. Elle devrait marquer l'aboutissement, en termes de recherche, d'un long et lent processus de formation commencé dans les années 90. Aboutissement provisoire puisqu'il est vrai que ma pratique professionnelle auprès d'enfants en difficulté a toujours été liée à une recherche intérieure. Le premier fil fut sans conteste l'écriture, ma propre écriture puis celle des enfants qui me furent confiés. J'ai commencé à animer bénévolement des ateliers d'expression utilisant l'écriture comme médiation, dans différentes institutions et associations. C'est en 1991 que cette expérience se pérennisa au sein de l'IME et l'IMER, des terrasses de Méon à Lunéville. 1.1. Parcours de formation. Dans la version première de ma thèse, j'ai repris le récit des grandes étapes de mon parcours de formation et de vie. Cela fait partie pour moi d'une réflexivité existentielle, nécessaire à l'analyse et à l'élucidation des grands principes qui orientent ma pratique professionnelle et ma recherche actuelle. En effet, mon histoire de vie, mon rapport à l'écriture et aux images, mes rêveries personnelles, celles qui fondent et ont fondé ma maison sur la tête, ne sont pas sans lien avec le travail que je mène actuellement auprès des enfants. Temps d'enfance. Le goût de l'écriture fut déjà présent dans mon enfance. Poèmes, histoires que mon père, instituteur pratiquant la pédagogie freinait, imprimait dans sa classe et qui sont restés des traces inégalées de mon enfance. Avoir cherché dans la case d'imprimerie et composé lettre à lettre ces petits textes du quotidien, a éveillé mon attention au plaisir du texte qui surgit soudain, d'une imprimante et semble nouveau. Temps de rupture. Au cours de mon existence, mon élan vital fut rompu par plusieurs événements traumatiques professionnels et personnels. Je connus une sorte d'exil temporel et social. Le temps lui-même était suspendu. Écrire me fut comme le fil du funambule, un soutien d'histoire contre le vide, un balancier dans le ciel nu. Soutenir que j'existais, adoucir cette mort en soi, tenter de franchir l'effroi par la trace et la beauté des mots écrits. Trop intime, diraient certains pour figurer ici. Or, il me faudra montrer que c'est en explicitant l'implication du chercheur, sa subjectivité et ses motivations inconscientes, qu'on tend à une certaine objectivation du travail.
Temps de formation. Durant mon parcours en sciences de l'éducation, j'ai appris à nouer des liens entre ma pratique professionnelle et des fragments de mon histoire de vie. Où le traumatisme m'avait fait basculer dans une répétition mortifère, l'écriture me réinscrivit dans un temps humain. Paul Ricoeur l'a montré. Le temps devient temps humain dans la mesure où il est articulé sur un mode narratif. Gérard Fath, professeur à l'Université de Nancy II en sciences de l'éducation, nous proposait d'écrire et de réfléchir sur la notion d'espace de formation. Formation au sens existentiel, inscrite dans l'histoire de vie et dans les lieux d'études. J'écrivis alors un texte où je tentais d'imbriquer mon vécu et son élaboration pensée. Un des critères de l'espace de formation, c'est sa capacité à démultiplier les lieux, les temps, les institutions, les états et les expériences de l'être, sa capacité à offrir des traverses, des temps de passage entre les différents espaces de vie. C'est dans cet esprit et sur les conseils de mes professeurs que je commençai à tenir un journal de bord sur ma pratique professionnelle, avec plus ou moins d'intensité selon les moments. De là aussi me vint l'idée de demander aux enfants de tenir un carnet de bord. J'avais alors une vision euphorique des mots, de l'écriture. Il m'était difficile de me départir de ce rapport enchanté à l'écriture, parce que cela avait été salvateur pour moi. Un commentaire de Gérard Fath est toujours resté au fond de ma mémoire comme une base de travail. Le véritable espace de formation, on pourrait croire que ce sont les mots. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Ce sont les mots, à condition qu'ils deviennent nourriciers et opératoires, c'est-à-dire, et sur ce point il faut dépasser la simple doxa psychanalytique, qu'ils doivent pouvoir s'oublier, s'ébouler au bénéfice de simples schèmes mentaux, d'opérations, identificatoires permettant comme un levier de se dégager d'un espace de référence vers un autre chantier, un autre séjour. En ce sens, le risque des ateliers d'écriture, du moins certains, c'est l'esthétisme. La beauté aboutie est récompense, repos tonique, gage. L'expérience de formation se faisant en train de est ancrée dans le banal, le chantier où se tamponne le virtuel, le possible, le réel. C'est la cheville ouvrière, le creuset, le catalyseur d'une mise en forme, pas l'hypostase festive des formes. Temps professionnel, recherche d'identité. J'avais trouvé de quoi reprendre pied fermement. Un séjour, un chantier de travail s'ouvrait à moi. Mon travail devenant plus précis, de nouvelles questions apparaissaient et je décidai d'entreprendre la formation des arts en thérapie et en psychopédagogie. Dispensée par l'Université René Descartes de Paris V2+, je souffrais, malgré la reconnaissance universitaire, de n'avoir pas vraiment d'identité professionnelle. Animatrice d'ateliers d'expression, enseignante, thérapeute ? Une question me tenaillait, qui suis-je à faire quoi et pour quels effets ? C'est bien sûr la question de l'identité professionnelle qui reste très saillante dans le champ de l'art-thérapie. Le travail des ateliers d'expression est à la croisée de différents champs professionnels, pédagogiques, éducatifs, artistiques, thérapeutiques. Il était difficile pour moi de sentir mon appartenance à chacun de ces espaces, sans pouvoir me revendiquer d'aucun. Pas de famille professionnelle, ni de statut professionnel clair. J'avais besoin de nommer ma pratique professionnelle. Je fis le choix de l'art-thérapie, alors même que ma formation m'avait sensibilisé à l'ambiguïté de ce terme. Il fallut beaucoup de temps à mes collègues pour qu'ils s'emparent du véritable sens de mon travail. Soit on pensait à des ateliers visant l'apprentissage scolaire du français, soit on pensait que ces ateliers entretenaient les enfants dans les doux rêves d'une imagination inutile, voire dangereuse. Ces enfants n'ont pas les pieds sur terre, il faut les inscrire dans la réalité. Face à ces propos récurrents, je fus sensibilisé à une compréhension anthropologique et phénoménologique des textes des enfants. Qu'est-ce que l'écriture exprime de l'expérience d'un enfant, de son identité et de son rapport au monde si on la regarde au travers de cet imaginaire anthropologique où s'articulent les grandes questions de l'humanité ? L'amour, la vie et la mort, le bien et le mal, le bonheur ? L'écriture met à distance le réel et oblige à une médiation, c'est la fin du rapport direct à la chose. Elle crée une interface entre moi et le monde, elle vient donner une forme et proposer une distance, une élaboration de l'expérience et du vécu. Mais je dirais aussi un éboulement du réel. Quelque chose de complexe se noue entre le corps silencieux et le bruissement des mots sur la feuille, quelque chose s'en va, se gagne mais se perd. Quelque chose est placé hors de soi et s'écoule hors de soi. C'est ici la question de la trace qui est en jeu. Trace de l'écriture elle-même,
mais aussi traces de l'existence vouées à se superposer et à s'effacer. Temps de recherche. L'hypothèse que faire écrire des textes, jouer de petites scènes, n'avait pas une valeur occupationnelle, mais bien une réelle valeur formative et thérapeutique pour ces enfants fut ma boussole de travail. Comment montrer les effets de ce travail d'art-thérapie sur les enfants? Apaisement, évolution de l'enfant du point de vue de sa prise de parole, de ses relations aux autres et de son rapport aux apprentissages, etc. La nuit qui fait peur. Une nuit, j'entre dans une forêt. J'entends des cris et des craquements. Je vois des ombres. Je cours et je suis encerclé par des loups blancs et des vampires. Ils attendent que je bouge pour me croquer. Et aussi, il y a des ogres qui mangent les humains ou les écrasent comme une crêpe. C'est leur manière pour faire des crêpes. Et j'ai vu des migales poilues qui me montent dans mon pantalon et qui me font des guillis aux jambes. Et j'ai vu des serpents qui me tiennent pour que je ne m'enfuis pas. Moi, j'ai dit aux vampires que j'avais des pieux et tous les loups sont partis et les ogres aussi, et les migales et les serpents et vampires avec. Moi, je suis sorti de la forêt maudite. C'est Texte 1, brouillon en annexe. Un mythe personnel. L'écriture de ma thèse m'a permis aussi de construire une sorte de mythe personnel, d'enveloppe temporelle me permettant de ramasser et de mettre en forme les différents morceaux de vie, semés et dispersés au fil des ans. L'histoire de vie fait construire un temps propre qui donne une consistance temporelle spécifique, une histoire. Mon propre rapport à l'écriture n'est pas sans effet sur la manière de mener ce travail avec les enfants. Cette recherche, dans son enracinement quotidien, dans son déploiement intellectuel et théorique, est impulsée par moi, comme personne, femme et mère, et pas seulement comme doctorante ou praticienne. Temps de passage. L'écriture est ici un synchroniseur narratif, comme le dit Gaston Pinault, un rythme donneur de temps et de sens. Elle jette des ponts entre différents aspects de l'identité, elle invite à des moments de passage et donne la possibilité d'être auteur de sa propre itinérance. Raconter son histoire, c'est intervenir sur sa propre rythmique existentielle pour confirmer le statut de temps fort accordé à certains événements personnels ou aux tournants qui marquent les grandes étapes de son existence. Il faut souligner dans cette observation anthropologique des moments de vie, l'importance de la façon dont le sujet négocie les passages d'un moment à un autre. Lorsque le sujet se trouve dans l'incapacité de circuler entre les moments de la recherche, du travail et de la famille, il fragilise son processus de formation existentielle. Il faut en quelque sorte inventer des rythmes pour passer. L'histoire de vie avec ses accents rythmiques devient alors une clinique, des moments, un effort pour les décrire et les articuler. On repère souvent des moments de bascule, moments importants ou moments quelconques, qui aident à circuler et à passer entre les différents temps de la vie. Dans les textes des enfants, on pourra ainsi être attentif à ces rites et rythmes de passage entre les temps et les espaces de vie. 1.2. Déploiement théorique. L'art-thérapie, quelques repères. L'art-thérapie regroupe des pratiques très hétérogènes et souvent floues quant à la définition de leur éthique et de leurs référents théoriques. Qu'est-ce que l'art-thérapie? Une pratique artistique, une thérapie par les arts, une activité de création, d'expression? Qui est l'art-thérapeute? Un artiste intervenant dans les institutions, un thérapeute qui aime et utilise le travail de création, un enseignant qui pratique une activité à médiation artistique, un infirmier qui met ses talents au service des patients. Que signifie ce trait d'union entre le champ artistique et le champ thérapeutique? L'art soigne-t-il? Cette forte nébulosité de profession autour de l'art-thérapie demande que l'on réfléchisse à cette nouvelle pratique qui a vu le jour dans les années 1950. C'est à cette date que débutent les premiers programmes de formation aux États-Unis. En France, les théoriciens de l'art-thérapie sont peu nombreux et ont en général fondé leur propre centre de formation. Il y a maintenant un grand nombre d'écoles, mais le flou qui entoure encore cette profession laisse place au pire et au meilleur. On parle souvent de deux orientations de l'art-thérapie. 1. L'une se centre sur la dimension artistique et on parle d'effets thérapeutiques liés au processus d'expression et de création. On insiste sur la séparation entre le champ artistique et le champ thérapeutique, afin que s'ouvre un espace de transformation pour le sujet. Les productions valent pour elles-mêmes. 2.
L'autre tend davantage à utiliser les processus créatifs et les matériaux produits comme support d'un travail et d'une relation thérapeutique. Les productions comptent moins que l'installation d'une relation thérapeutique. Ce sont des positions théoriques nécessaires pour construire des lignes de démarcation et structurer une pratique, mais en fait, dans les modalités d'intervention clinique, on remarque que ces deux positions peuvent dialoguer et que les oppositions s'atténuent. On ne peut pas durcir les clivages entre art-thérapie et thérapie, entre éducation et thérapie. On ne peut les superposer non plus, mais il y a toujours un moment dans ces métiers impossibles, où l'on travaille sur une résistance, sur un conflit de désirs. On peut noter l'importance de la médiation, d'une instance tierce que ce soit la parole ou la création, le fait de ne pas affronter directement le symptôme, le souci du cadre, le rôle du transfert. Tous ces gestes sont communs et d'autres sont propres. L'art-thérapie commence à entrer de manière officielle dans les institutions, surtout dans celles du secteur psychiatrique, mais elle est encore inexistante dans les conventions collectives. Ici et là, des institutions médico-sociales commencent à embaucher des art-thérapeutes, mais cela reste marginal. Ce sont souvent des professionnels déjà salariés intramuros qui animent des ateliers d'art-thérapie. Il n'existe pas encore de diplôme d'État. Quelques associations cherchent, notamment au niveau européen, à faire reconnaître cette profession. L'objet de cette recherche s'articule donc autour de deux grands axes. Définir et analyser les schèmes professionnels, les repères éthiques et les points d'ancrage théoriques qui vont permettre de caractériser une profession singulière, l'art-thérapie, qui cherche à se définir dans ses dimensions propres. Dégager les enjeux psychiques, identitaires et formatifs des processus de création et d'expression. Qu'est-ce que l'écriture des enfants exprime de leur expérience et de leur rapport au monde ? Comment rendre compte de l'implication des enfants dans les productions ? Comment montrer que ces textes aident les enfants à évoluer ? Une voie propre dans l'art-thérapie. Je me suis toujours située plutôt dans la première orientation de l'art-thérapie, mais en accordant une place importante au processus, et sans négliger non plus l'objet produit fini. Ce livre cherche à construire une voie propre, qui sera la mienne, mais qui peut aussi contribuer à la construction de positions communes au sein du champ de l'art-thérapie. Cette voie propre s'est construite au fil de cette recherche et s'était déjà clarifiée pour moi autour de moments de bascule, professionnels déterminants. Le temps d'écriture sur les 4 éléments, feu, eau, air, terre, en raison de la vigueur des textes et en découvrant l'importance des questions existentielles et anthropologiques que les enfants portaient. Le refus d'utiliser ces mêmes textes à des fins interprétatives, car cela caricaturait trop la psychanalyse et trahissait la valeur d'échange que l'enfant avait mise dans son texte. La rencontre avec des enfants psychotiques, et la mise entre parenthèses de l'idée de spectacle à destination d'autrui qui en a découlé. Ce détachement par rapport à la prétention esthétique a permis une progression dans les effets d'apaisement et d'implication des enfants. La question du rapport entre processus d'expression et produit fini n'est pour autant pas tranchée car les enfants sont en attente de ce moment où leur expression prend corps dans un spectacle qui se risque vers d'autres. Ces moments ont changé mon regard, et ont fait avancer ma pratique sur de nouvelles voies. L'approche phénoménologique montre qu'il existe des manières d'habiter le monde, qui sont propres à chacun. Les travaux de Gérard Fath m'ont amené à m'intéresser à ce qu'on peut appeler un imaginaire anthropologique. Un imaginaire qui se rapporte à la condition humaine dans ce qu'elle a de plus fondamental, et qui est traversé par les grandes questions existentielles de l'humanité, la vie, la mort, l'amour, la guerre. Les textes des enfants seront donc analysés dans un souci de compréhension anthropologique, selon le terme de Binswanger. C'est le cœur de cette recherche. Qu'est-ce que l'écriture exprime de l'expérience des enfants et de leur rapport au monde si on la regarde du point de vue des grandes problématiques de l'humanité ? Quel lien existe-t-il entre la construction de soi et la construction d'un récit ? Peut-on établir une corrélation entre la capacité narrative et le processus de subjectivation des enfants qui sont en panne dans les apprentissages ? La colère du feu. Je suis un feu très violent, qui a envie de détruire les êtres humains. Je ne suis pas comme les autres feux. Je suis un feu presque tout le temps méchant. Je suis un feu plein de flammes. Des flammes rouges foncées qui signifient la colère. Je dessine des serpents, des fleurs qui signifient la flamme de la mort. Parfois,
ça m'arrive d'être plus calme quand il y a du vent. Je m'endors petit à petit. Une fumée sort et je suis mort. Quand je me réveille, il faut que je bouge. Et je redeviens dangereux. Feuard. Les deux sœurs dans le château. Deux petites filles, deux sœurs sont cachées derrière le mur du château. Elles se préparent pour aller au bal. L'homme araignée arrive. Qu'est-ce que vous faites là? Il nous gronde dessus, moi et ma sœur. On trouve une autre cachette. Ma sœur appelle la police. La police arrive. Il y a un homme araignée, il n'arrête pas de nous gronder dessus. La police ne croit personne, ni nous, ni l'homme araignée. Elle repart. L'homme araignée nous emmène dans un placard. J'appelle mon papa. Au secours, un homme araignée nous a enfermés. Mon papa arrive et nous délivre. Texte écrit d'après une scénette jouée selon le dispositif décrit plus loin. 1.2.1 L'imaginaire. C'est finalement chez Pierre Fédida dans sa préface au livre de Binswanger sur Freud que se trouve une conception originale de l'interprétation. Interpréter n'est pas seulement traduire d'un langage à un autre langage, non plus fixer le sens d'une parole en une signification thématisée. C'est permettre que le sens se meuve et circule sous les expressions diverses et multiples qu'emprunte le langage pour lui donner corps et vie. En ce sens seulement, la traduction a le pouvoir de conduire au-delà et de produire ailleurs le sens qui séjourne dans la parole du Créateur. Ainsi, trouver une lecture anthropologique qui ne fixe pas l'enfant dans un sens par le savoir d'une parole interprétative. Laisser ouverte la question du soi, la laisser en question parmi les grands fondamentaux de l'existence humaine pour que l'enfant sente que d'autres comme lui portent les mêmes interrogations. Aider l'enfant à se mettre en relation avec les problématiques qui fondent l'humanité, c'est l'aider à se dégager de ce qui peut peser sur lui comme une destinée qu'il serait seul à porter. Ce lien entre les interrogations existentielles de l'enfant et les questions universelles de tout un chacun est à développer. Peut-on montrer que ce lien aide l'enfant à s'apaiser? Comment repérer ce nouage culturel et imaginaire dans les textes? L'imagination. Il faut préalablement distinguer l'imaginaire de l'imagination. L'imagination est une fonction créatrice, projective et ludique qui concerne la faculté d'inventer des images. Gaston Bachelard apporte une précision. L'imagination n'est pas, comme le suggère l'étymologie, la faculté de former des images de la réalité. Elle est la faculté de former des images qui dépassent la réalité, qui chantent la réalité. L'imagination est pour lui le fait de l'homme qui cherche à dépasser sa condition humaine et à inventer de la vie nouvelle. Étayage par les images et capture du réel. L'imagination est souvent perçue comme secondaire, voire dangereuse, car les enfants qui ont beaucoup d'imagination sont décrits comme des enfants qui se réfugient dans les images et qui n'affrontent pas la réalité. On sait pourtant que le sujet n'imagine rien d'autre que ce qu'il a expérimenté intimement. On peut de plus penser que ces enfants ont besoin de l'étayage des images pour pouvoir se confronter à la réalité. Pour montrer cela, il faut déjà définir ce qu'est une image. Jacques Lacan a parlé du réel comme ce qui est inaccessible, impossible à dire. De ce réel insondable, il faut bien capter quelque chose et c'est en somme le rôle de l'image. Nous aider à des captures du réel, nous aider à avoir prise sur lui. Selon Jean-Christophe Bailly, l'image permet cela car elle est à la croisée de deux pulsions. La pulsion mimétique qui permet au sujet humain de reprendre par l'image ce qui l'entoure en le mimant, la pulsion rythmique qui permet d'avoir prise sur le réel par la rythmique interne de l'image. Réel et image sont alors pris ensemble, comme si l'image permettait une sorte de prise prédatrice. L'intensité des images, le danger qu'on leur attribue est sans doute à rattacher à cette sorte de lien qui existe entre l'image et une forme archaïque de rythme prédateur. On pourrait également poser l'hypothèse que les enfants, notamment les enfants de l'ITP ou de l'IME, dépourvus d'autres matériaux symboliques, se collent aux images de jeux vidéo ou aux images sur écran parce que cela les met en lien avec ce rythme premier permettant des prises sur le réel. Qu'est-ce que voir une image? C'est la question que se pose Marie-Josée Monzin dans son livre sur l'image naturelle. L'image nous met en présence de quoi? Puisque l'image permet une captation du réel, on peut aussi rapprocher cela de la pulsion d'emprise. Il faut que quelque chose du réel prenne comme de la glace prend,
il faut pouvoir s'en saisir intérieurement et le désir, soutenu par l'image, permet cette prise. Le moi-peau, avec sa fonction contenante ici, ne suffit plus. Il faut cette emprise du désir, cette ardeur voulant conquérir les objets de désir. On connaît la phrase de Lacan, « Le désir est désir du désir de l'autre ». Ce qui cause le désir, c'est ce que, croit-on, l'autre possède, ce qui a été déjà objet du désir de l'autre. C'est une forme de rivalité mimétique, de violence mimétique, selon l'expression de René Girard qui situe l'origine de la violence dans ce désir de ce que possède l'autre. Les images sont comme des béquilles, comme des vecteurs de désir permettant de se saisir d'éléments du réel et aidant à s'y repérer. On sait bien que, privés de ces images, certains enfants basculeraient dans la psychose et seraient alors perdus dans le réel et plus encore absorbés par la violence de leurs pulsions. L'image arrange, protège et donne forme au chaos intérieur. Je pense à J, un enfant d'une 12aine d'années qui participe à l'atelier d'expression dramatique dans sa nouvelle mouture. Il est sans cesse en train d'inventer des histoires, des images originales. Il semble aller de récit en récit, et ses échanges avec les autres ne sont pas simples. On sent bien à le voir évoluer que les images ont pour lui une fonction d'étayage indispensable. Reste à savoir s'il évolue, et s'il construit quelque chose de son rapport au monde par le biais de ses récits luxuriants. L'imaginaire. Certaines images peuvent aider à circonscrire le réel, à le rendre pour une part préhensible et supportable. L'imaginaire se définit plutôt comme un champ d'expérience, on parle volontiers d'un espace imaginaire. L'enseignement de Gérard Fath sur l'imaginaire m'apporta beaucoup. À partir de mon émerveillement pour la poésie et les images, j'appris à faire de l'écriture, lentement, patiemment, une véritable expérience de formation. Écrire pour forger le quotidien et sentir au creux des mots l'épreuve de réalité. Il y a un émerveillement des mots, des images, de leur plasticité, mais il y a un émerveillement second, un temps plus décisif qui est retour au prosaïque, au banal, au possible du réel. Cette expérience d'écriture me permet aujourd'hui d'utiliser le travail d'écriture avec les enfants, en espérant cette qualité formative et thérapeutique. Pour parcourir les différentes conceptions de cet espace imaginaire chez Gaston Bachelard, Gilbert Durand et Ludwig Binswanger, je me référerai essentiellement au travail de Gérard Fath que je compléterai par mes propres lectures. 1.2.1.1 L'imaginaire selon Gaston Bachelard. À quoi servirait-il de donner le plan de la chambre qui fut vraiment ma chambre, de décrire la petite chambre au fond d'un grenier, de dire que de la fenêtre à travers l'échancrure des toits on voyait la colline. Moi seul dans mes souvenirs d'un autre siècle, peux ouvrir le placard profond qui garde encore pour moi seul l'odeur unique, l'odeur des raisins qui sèchent sur la claie. L'odeur du raisin. Odeur limite, il faut beaucoup imaginer pour la sentir. Mais j'en ai déjà trop dit. Gaston Bachelard. Lors des ateliers écriture, j'ai remarqué que les propositions d'écriture qui permettaient un ancrage dans une sensorialité et une matérialité aboutissaient le plus souvent à des textes avec une forte implication des enfants. Ce fut le cas lors des promenades en aveugle, lors de notre travail sur les éléments, mais aussi lorsque les enfants écrivirent sur de vieux objets cabossés créant finalement un musée des objets perdus. L'imagination matérielle. Gaston Bachelard, 1884 à 1962, était chimiste et mathématicien de formation et philosophe de métier. Selon lui, les images ont une origine matérielle. Il parle d'imagination matérielle. Pour qu'une rêverie se poursuive avec assez de constance pour donner une œuvre écrite, pour qu'elle ne soit pas simplement la vacance d'une heure fugitive, il faut qu'elle trouve sa matière. Il faut qu'un élément matériel lui donne sa propre substance, sa propre règle, sa poétique spécifique. La capacité créatrice est donc pour lui intrinsèquement liée à la capacité de rêver. Il montre que les pensées savantes, les grandes découvertes scientifiques ont été rêvées avant d'être pensées, et qu'elles sont liées à une rêverie matérielle primitive. Celle des images matérielles premières, inscrites dans la chair, dans le corps, celle des tout premiers intérêts psychiques liés aux rêves des substances organiques de l'enfance. Il est des heures où le songe du poète créateur est si profond, si naturel, qu'il retrouve sans s'en douter les images de sa chair enfantine. Cette rêverie, cette imagination matérielle, métaphorise les sensations primordiales et s'inscrit dans un continuum corps-langage, qui se trouve sous l'influence des 4 éléments fondamentaux, le feu, l'eau, l'air et la terre.
Ces éléments sont en effet, à la fois ce qu'il y a de plus primitif dans l'univers, mais aussi ce qu'il y a de plus stable. Bachelard propose donc une interprétation matérielle des songes, selon cette loi des 4 éléments. Ainsi, on sentira s'ouvrir sous l'imagination des formes, l'imagination des substances. On reconnaîtra dans l'eau, dans la substance de l'eau, un type d'intimité, intimité bien différente de celle que suggèrent les profondeurs du feu ou de la pierre. Cette notion de type d'intimité n'est pas sans rappeler l'approche phénoménologique qui a montré que notre rapport au monde se construit et s'invente dans des univers particuliers, notion de séjour, et que nos expériences se caractérisent par un mode d'être au monde, par une façon très concrète d'être présent à. Il fonde alors une psychanalyse organiciste des éléments. Il ne s'agit pas d'interpréter les images matérielles, mais de rester ouvert à leur dynamique. Cette créativité matérialiste des images compte davantage chez Bachelard que leur sens inconscient, privé. Il s'agit plutôt d'être attentif au parcours d'effervescence signifiante, à un sens toujours en transit. Bachelard montre que les métaphores constituent une sorte de filet souple qui déploie les significations, qui joue de transformation en transformation vers d'autres significations sans figer le sens dans aucune et en le laissant circuler. On peut trouver ici les bases d'une pédagogie de l'imaginaire, et d'un travail sur l'imaginaire qui soit opérant pour les enfants. De l'intime au cosmique. Pour Bachelard, l'homme est le creuset de l'univers où se noue étroitement l'intime et le cosmique. Par sa culture, par sa capacité à représenter, l'homme est ici posé dans sa fonction symbolique, dans l'acte d'imaginer, acte qui n'est pas optionnel mais essentiel. Lors de notre écriture sur les 4 éléments, j'ai senti ce nouage complexe entre des images du cosmos et des données intimes, indicibles des enfants, comme s'ils revivaient à travers les éléments du cosmos, des étapes de l'évolution de l'homme. En regardant la flamme d'une bougie s'allumer et s'éteindre, ils ont naturellement parlé de la naissance, de la mort, de la disparition. De leur naissance, mais aussi celle de tout un chacun et là peut-être, se construit dans la langue, une surface commune d'émotion et de réflexion. Leurs textes nous touchent et c'est à cause de leur justesse qu'ils sont beaux, non parce qu'ils ont cherché à l'être, confère CH2.2.1. Ce travail imaginaire se révèle dans et par le langage. Les images familières sont agrandies jusqu'à dire les secrets du monde, dit Bachelard dans La flamme d'une chandelle. Seul, le langage en effet pourra suivre l'inconscient dans sa forme surgissante, dans sa force qui cherche l'expression, bref dans sa production, et pourra accueillir la force des images matérielles, leur affectivité, leur sillage intérieur. Il faut séjourner dans la langue et dans la sensorialité des images pour déboucher sur une expression existentielle, ouvrant de nouvelles contrées dans le rapport du sujet à lui-même et au monde. La méditation d'une matière éduque alors une imagination ouverte. Les éléments fondamentaux, air, terre, eau, feu, fonctionnent comme des prismes sensoriels qui permettent de maintenir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.